Alors bonjour mes terminales préférés, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous dans ce confinement particulier. Donc cette semaine on était censé se voir forcément d'enseignement scientifique pour corriger les exercices du chapitre 1. Eh ben, on peut pas le faire. Du coup, je vous envoie ça sous forme d'une vidéo en espérant que ça vous aide et je vous enverrai aussi après la vidéo sur la correction du chapitre 2, de la partie 2 du chapitre 2 sur l'effet photoélectrique. Bon, let's go sur les exercices. Alors, hop là, si je mets la réponse, bon, c'est pas très grave. Donc, premier exercice, on nous parle du phénomène d'induction électromagnétique. Ce phénomène-là, bah, c'est celui qu'on a étudié quand on avait la bobine élément, c'est exactement la même manipulation. La petite différence ici, c'est que le multimètre est branché en ampèremètre. Nous, on avait utilisé le côté voltmètre. Et donc, on nous demande lorsque l'aimant et la bobine sont fixes, ce qu'indique l'ampèremètre. Donc, pour que l'ampèremètre indique quelque chose, il faut qu'il y ait une variation du champ magnétique. En l'occurrence, un champ magnétique existe avec l'aimant, pardon, mais il ne varie pas à l'approche de la bobine. Donc, l'ampèremètre, ici, affiche 0 car aucun courant ne circule dans le circuit. L'ampèremètre, bien sûr, permet de mesurer l'intensité d'un courant. Donc justement, si on approche l'aimant de la bobine, maintenant, lors du mouvement, bien sûr, parce que si j'approche l'aimant et que je le laisse au milieu de la bobine, une fois qu'il est posé au milieu de la bobine, il ne va rien se passer. Mais lorsque j'approche l'aimant ou que j'éloigne l'aimant, on va faire varier ici le champ magnétique aux abords de la bobine. Du coup, on va mettre des électrons en mouvement et mettre des électrons en mouvement, c'est fait apparaître un courant dans le circuit. Donc on a ici une valeur qui s'affiche en milliampères sur l'ampèremètre, hein, pas beaucoup plus que cette valeur-là. Et on nous demande de trouver une autre méthode permettant d'observer le même phénomène. Bah, plutôt que faire bouger l'aimant, on peut très bien venir faire bouger la bobine. Okay, on avait vu des machines, justement des alternateurs qui utilisaient ce principe-là, où dans un on faisait bouger un aimant, dans l'autre on faisait bouger la bobine. Donc voilà pour le premier exercice qui est un petit rappel de ce qu'on a fait en cours. Alors, exercice de justement, on s'intéresse aux alternateurs qui utilisent le phénomène d'induction électromagnétique pour produire de l'électricité. Et ici, on va étudier un alternateur en particulier qui nous délivre un courant d'intensité I 37,5 kA et d'une tension U est égale à 24 kV. On nous demande de calculer la puissance de l'alternateur, sachant que la puissance c'est U fois I. Attention ici, petit piège, pour avoir la puissance en watts, il faut bien penser à faire les conversions au niveau de l'intensité et de la tension. Donc kilo, soit vous savez que ça vaut directement 10 puissance 3, donc vous remplacez kilo ici par 10 puissance 3, j'ai réécrit 37,5 et ampères ici, ou alors vous savez que c'est 1000, donc ça fait 37 500, je vous ai mis les deux types de conversion. Donc ici, même principe, hein, on a kilo, bah, j'ai remplacé kilo par 10 puissance 3, ou alors par 1000 ici avec 24 000 volts. Je fais le calcul et je me retrouve avec 9 10 puissance 8 watts. Si je regarde un petit peu la question 2, dans la question 2, on nous demande ici, on nous parle de mégawatts. Donc on va essayer de mettre cette expression-là en mégawatts aussi, sachant que mégawatt c'est millions, mais c'est la même chose que 10 puissance 6. Donc ce serait bien que je fasse apparaître le 10 puissance 6. Pour faire apparaître 10 puissance 6, eh bien je sépare 10 puissance 8 en 2 puissance de 10, une puissance 10 de 2 et une puissance 10 de 6. La puissance de 10 à l'exposant 6 ici, ça correspond au méga, et 10 puissance 2 ici, bah, x 9, ça va donner le 900. Donc on a une puissance fournie par l'alternateur qui est de 900 MW. Dans la question 2, on nous dit que on a des pertes dans l'alternateur qui s'élèvent à 9 MW et on nous demande de calculer le rendement de cet alternateur. Donc pour calculer le rendement, il nous faut deux choses, il nous faut la puissance utile et la puissance reçue. La puissance utile, c'est celle que va délivrer ou va fournir l'alternateur. Donc là, on sait qu'il nous délivre un courant, une intensité. Le principe de l'alternateur, c'est qu'il nous fournisse une énergie électrique. Donc la puissance que j'ai calculée à la question 1, c'est la puissance utile. D'accord? Donc on sait qu'il nous donne 900 MW. Mais on sait aussi qu'un alternateur n'a pas un rendement de 100%. Donc il a fallu que je lui donne une autre énergie avant. Et cette autre énergie, eh ben, on en a perdu une partie en chemin et on nous dit qu'on a perdu ici 9 MW. Donc ce qu'on a envoyé, l'alternateur a reçu comme énergie pour produire la puissance utile, eh bien c'est justement cette puissance utile plus les pertes. C'est-à-dire qu'en gros, ici, si je fais la somme des deux, j'ai 909 MW. Ça veut dire que j'ai donné 909 MW à mon alternateur et lui a été capable de me restituer seulement 900 MW sous forme d'énergie électrique. Donc là, c'est souvent de l'énergie mécanique qu'on vient appliquer ici pour mettre en mouvement la turbine qui met en mouvement l'alternateur. On parlera de ça un petit peu dans l'exercice 4.
Donc si je calcule le rendement maintenant, bah, je vais diviser la puissance utile 900 par la puissance reçue 909 et j'obtiens 0,99, ce qui fait 99%. Dans la question 3, on nous demande de commenter la valeur de ce rendement. Ici, on a un rendement qui est excellent, qui est très très proche de 100 et on comprend qu'on utilise ce type d'alternateur dans les centrales électriques, ça on l'avait dit, hein, afin de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. On a de la chance d'avoir ce type de rendement. On avait aussi parlé un petit peu des moteurs électriques des voitures et par rapport à un moteur thermique, hein, les rendements des moteurs électriques sont bien meilleurs aussi. Donc ça c'est pour l'exercice 2. Dans l'exercice 3, on va s'intéresser à des alternateurs toujours, mais ceux-ci sont plus liés à notre entre guillemets vie quotidienne. C'est des choses qu'on peut trouver sur des vélos quand on a besoin justement d'alimenter une ampoule pour faire de la lumière sur un vélo. Si on peut mettre de piles, on a un alternateur sur la roue qui va servir de générateur pendant que je roule. Donc on utilise la puissance que le cycliste transmet aux roues pour l'en transmettre à l'alternateur. Donc justement la question c'est quelle est la puissance en watts transmise à la roue servant à mettre en rotation les alternateurs. Elle vient du cycliste cette puissance, on sait qu'il développe une puissance de 310 watts et que seulement 2% de cette puissance sert à mettre en mouvement l'alternateur. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer les 2% des 310 watts. Donc là on a 310 fois 2%, donc 2 divisé par 100. Ça fait 310 fois 0,02 est égal à 6,2 watts. Donc là ça va être l'énergie reçue par l'alternateur. Je lui fournis 6,2 watts et on va voir ce qu'il en fait derrière. Donc derrière, on nous demande de relever les valeurs des puissances produites pour chaque type d'alternateur pour une vitesse égale à celle du cycliste. On sait que le cycliste dans le texte il roule à 20 km/h, donc là je me place à 20 km/h et puis je vais aller chercher la courbe de l'alternateur bouteille. Donc c'est les alternateurs les plus anciens, c'est ceux qui viennent rouler sur, qui ont des petits trous, qui viennent se mettre sur le bord du pneu. Hein, on appelle alternateur bouteille. Bon là j'ai lu environ 3 watts, hein. C'est un petit peu plus que 3 watts, mais on va prendre environ 3 watts. Et puis si je continue ici, ma courbe, je vais chercher l'alternateur moyeu. Je sais que pour une même vitesse, ici 20 km/h, j'obtiens à peu près 5,5 watts. Donc ça c'est les puissances que fournissent les alternateurs en fonction de la vitesse. En déduire le rendement de chacun des alternateurs, donc le rendement, même chose qu'à la question précédente, qu'à l'exercice précédent, pardon, puissance utile sur puissance reçue. Pour la bouteille, la puissance utile, c'est les 3 watts qu'on vient de trouver sur le graphique ici. Hein. Ici on va le faire pour 20 km/h. Et puis la puissance reçue, vous vous souvenez, c'est celle qu'on a calculée à la question 1, c'est celle que va fournir le cycliste en tournant la roue. Donc 6,2 watts qui est transmise à l'alternateur. Le reste, bien sûr, de la puissance du cycliste sert à faire avancer le vélo, c'est un petit peu le but d'un vélo. Donc si je calcule le rendement de la bouteille, j'ai 3 sur 6,2, ça me fait 48%. Si je fais le même raisonnement pour le moyeu, ce qui change c'est uniquement la puissance utile, c'est 5,5 watts. La puissance fournie par le cycliste reste la même, 6,2 watts, et on a un rendement qui est bien meilleur, ici 89% pour le moyeu que pour la bouteille que j'écris ici d'ailleurs, vous corrigerez vous-même. Question 4. Donc dans la question 4, justement, on nous dit quel peut être l'intérêt d'utiliser un alter moyeu par rapport à un alternateur bouteille. Bon, il a un meilleur rendement, mais est-ce que le cycliste, lui, quand il va vouloir rouler et utiliser ses alternateurs, est-ce qu'il va voir une différence? Donc on sait que pour allumer une lampe, il faut entre 3 et 6 watts. Nous, on va prendre 3 watts. Vous pouvez faire la réflexion avec 6, vous pouvez faire la réflexion avec n'importe quelle puissance entre 3 et 6. Et je suis allé voir ici sur mon graphique, le même que tout à l'heure, je me suis placé à 3 watts et je suis allé voir à quelle vitesse il fallait rouler pour obtenir ces 3 watts. Si on fait avec l'alternateur moyeu, il me suffit de rouler à 12 km/h pour pouvoir allumer une lampe. Par contre, pour l'alternateur bouteille, il va falloir que ici je vienne à 17 km/h. Donc il va falloir que je roule plus vite avec l'alternateur bouteille qu'avec mon alternateur moyeu pour allumer la même lampe. Donc ici, ça peut être, on remarque que pour atteindre la même puissance, il faut une vitesse supérieure avec l'alternateur bouteille qu'avec le moyeu. Il est donc plus facile d'allumer une lampe avec le moyeu qu'avec la bouteille. C'est donc pour ça qu'on va avoir tendance à remplacer ces alternateurs bouteille par des alternateurs moyeux. L'information que nous n'avons pas dans cet exercice-là, c'est la différence de prix qui peut expliquer la différence. Allez, dernier exercice sur l'alternateur, toujours pareil, autour de la notion de rendement. Donc là, en gros, on avait quasiment toutes les informations dans le texte, il fallait être un petit peu attentif. On nous parle d'une centrale à installation hydroélectrique.
Donc on a une chute d'eau qui tombe d'une grande hauteur sur une turbine, donc ça va faire tourner une turbine qui va entraîner l'alternateur. L'association de la turbine et de l'alternateur constitue ce qu'on appelle un turbo-alternateur. Donc l'ensemble couplé nous donne un rendement de 86%. Ce qu'on nous demande ici, c'est de décrire la conversion d'énergie réalisée dans le turbo-alternateur. Alors, dans le turbo-alternateur, on va avoir une chute d'eau qui met en mouvement la turbine. La turbine a un mouvement mécanique, va être mise en mouvement, pardon, et elle va faire tourner l'alternateur. Donc, dans le turbo-alternateur, le changement d'énergie, on passe d'énergie mécanique liée au mouvement à de l'énergie électrique, qui est le but d'un alternateur. Bon, pas très compliqué comme question. Maintenant, question 2. Ici, il faut être un petit peu attentif. Alors, on nous demande de calculer la valeur du rendement de l'alternateur seul. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, nous, ici, le 86%, c'est l'alternateur pour... pardon, c'est le rendement pour le turbo-alternateur, l'association des deux. Donc ce qu'on sait d'après le texte dans les données, c'est que le rendement du turbo-alternateur, c'est le produit du rendement de la turbine et de l'alternateur. En gros, on multiplie les deux rendements pour obtenir le rendement final. Donc ici, j'ai le rendement de la turbo-alternateur, celui de la turbine ici, et là, celui de l'alternateur. Si je cherche celui de l'alternateur, je vais faire passer le rendement de la turbine de l'autre côté, je me retrouve avec le rendement ici du turbo-alternateur sur celui de la turbine. Donc pour faire mon calcul ici, il me faut N, enfin état, la lettre, pardon, et état T. Donc celui de turbo-alternateur, je l'ai, 86%, c'est ce que j'ai dit. Par contre, pour celui de la turbine ici, il faut qu'on ait utilisé la courbe qui est à gauche. On nous dit que on utilise un débit de 50%. Donc sur la courbe, vous voyez bien que si le débit d'eau augmente, dans un premier temps, on augmente le rendement, mais en fait, à la fin, quand on est au débit maximal, on a un rendement qui est un petit peu moindre. Donc là, vers 50-60%, on a un rendement un peu max sur la turbine. Donc on fait rarement tourner la turbine avec le débit d'eau maximal. Donc si je vais à 50% sur mon graphique, je fais une lecture graphique, je vais chercher ici le rendement associé à un débit de 50%, je suis à peu près à 92%. Donc je connais le rendement ici, état, et état T, je le connais aussi, c'est 92%. Je peux donc calculer le rendement de mon alternateur, ça correspond à 0,86 sur 0,92, qui fait 0,93. J'ai donc un rendement de l'alternateur de 93%, qui est moins bon que l'alternateur que l'on a vu tout à l'heure, mais qui est meilleur que les alternateurs qu'on a sur les vélos. Bien, j'espère que cette correction vous aura servi à quelque chose. Je vous renvoie sur une autre vidéo la suite de la correction sur le chapitre 2. Et prenez soin de vous, et j'espère vous revoir bientôt. Allez, au revoir!